presse, lui. Vous voulez la presse d'accueil? Non, c'est. Franck va t'expliquer ça. Non, mais ils étaient potes d'enfance tous les deux. En fait, on se connaît depuis l'âge de 15 ans, 15-16 ans, c'est ça? Ouais, on se connaît depuis pratiquement tout le temps. Voilà, oui, c'est vrai. Donc eux, c'est des natifs du coin. On est d'ici et on était dans la même bande d'amis. Ensuite, chacun est parti dans son aventure professionnelle, moi à Paris notamment. Et on n'a jamais perdu contact. À chaque fois qu'on redescendait par ici, on venait voir Steph. Et puis à un moment donné, j'ai rencontré mon mari. Et donc du coup, voilà, on continue à descendre et à se voir. Et puis en fait, le fait est que ça a super bien matché. Et puis ensuite, quand on s'est rencontrés aussi avec Chris, voilà, tout a bien matché. Ils se sont toujours dit, un jour on montera un truc ensemble. Voilà. Nous, on était à Paris. C'était à chaque fois qu'on se retrouvait sur un bout de table, on se disait tiens, si on partageait telle et telle idée, est-ce que le jour ça... Ils venaient nous voir à Paris quand ils étaient off. Nous, on s'est mariés ici, on a fait le baptême des enfants, donc on avait plein de bonnes opportunités d'échanger. Et on était salariés pour notre part. Steph aussi était directeur dans un restaurant. Et Chris aussi, c'est pareil, c'était la même chose. Pas dans la restauration. Voilà. Et donc du coup, on a fait notre petite crise de la quarantaine à nous quatre. Et on a dit on change de vie pour les enfants, pour le cadre de vie, pour une nouvelle aventure tous ensemble. Et puis chacun donnait vraiment beaucoup d'énergie dans ce qu'il faisait. Et là, c'était pour nous. Du coup, on a tout balancé et on a ouvert un restaurant. On avait des belles situations avant. Mais c'est encore mieux aujourd'hui avec tous les... C'est les projets qui nous portent aussi, donc on a envie des mêmes choses et envie de créer des choses, je pense. Donc, t'as répondu. Les banques. Ça a été hyper compliqué parce que tu es en France, tu as 40 ans, tu es néo-acquéreur, puisque c'est la première affaire. Voilà, va expliquer aux banques qu'il faut qu'ils te prêtent dans la restauration. Alors c'était moins dramatique qu'avant le Covid, mais ça a été hyper difficile. Il a fallu qu'on fasse jouer des relations pour qu'ils nous fassent confiance. Non, c'était... Alors il n'y a pas eu un nombre, on en a fait beaucoup, mais on a eu des refus et il a fallu justement qu'on connaisse quelqu'un dans une des banques pour qu'on puisse faire passer. Et ils sont assez contents du résultat. Pas longtemps. Juin, et on est arrivé en décembre. En fait, on se le disait depuis longtemps que nous, par exemple, on allait quitter Paris pour autre chose. Toi, tu avais ce vieux rêve d'ouvrir ton restaurant. Voilà. L'opportunité a fait que... voilà. Non, je crois qu'on a mis longtemps à parler de nos rêves et on les a très rapidement concrétisés. Voilà, non, mais c'est vrai, on parle de contraintes, de difficultés. Ça a été juste un combat comme la vie, mais tout a été très simple. D'ailleurs, on s'est dit, le jour où c'est compliqué, le jour où il y a des freins, on ne le fait pas. Et à aujourd'hui, de tout ce qu'on a donc réalisé sans autant de freins, on est à notre troisième affaire en 6 ans, en 4 ans. 2018-2022. Donc voilà, tout est contrainte. À un moment donné, si tu es assez fort comme nous le sommes, tout devient facile. Après, il faut aller au bon combat. Il faut combattre les banques, les fournisseurs. Ça a été rapide, comme là c'est rapide. On ouvre la troisième affaire en 3 mois et demi. Il faut 1 an de projet minimum. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on va vite et c'est pour ça que. Et bien s'entourer. Et voilà, on est bien structuré, bien s'entouré après. Convivialité, partage déjà, ça c'est hyper important. Ça c'est nos moteurs. Après, selon les restaurants, il y a différents Après, thèmes. en termes culinaires, que des produits frais. On est livré tous les jours. On est livré tous les matins, donc frais. tout est fait, tout est fabriqué du matin. Voilà. Ça c'est hyper important. Offrir le mieux, que ce soit en goût que visuellement aussi. Des basiques bien réalisés, de manière simple et très simple. Mais par contre, on veut que les basiques soient bien exécutés. Circuit court, saisonnalité sont les maîtres mots. Voilà, bien sûr que des produits frais. En ce moment, on ne fait pas de tomates. Ça n'a pas de sens de faire une tomate mozza. Mais mieux que ça, on a travaillé sur la première identité qui était dans le vieux Roquebrune, au sein du village, dans une grotte un petit peu atypique. On y a travaillé donc une cuisine méditerranéenne. Donc tout à base de citron, d'huile d'olive, de thym, de romarin. Et ici, alors qu'on avait envie de voyage et qu'on avait envie de proposer face à la mer, alors bien sûr plus de poisson que de viande, c'était encore une fois sous le sens, mais en plus avec la conjoncture du voyage. Donc on se permet là de travailler une cuisine du monde avec une touche d'exotisme. On se croit à Roquebrune, mais pas que. Voilà. Voilà, Madame Bleu, elle est derrière vous, hein, c'est la mer.
Oui. C'est un hommage à la mer en fait ce qu'on a fait. Le premier tombé sous le sens parce que c'était un vrai projet réfléchi et travaillé. Le deuxième était indispensable pour assumer les familles et les envies et les idées qu'on avait. Une capacité d'accueil à la grotte l'été en intérieur de 70 couverts, mais on double, on monte jusqu'à 180 couverts avec les extérieurs l'été. Donc parce que on fait plusieurs services et c'est assez grand, c'est sur une place du village, donc voilà, on peut avoir des terrasses en extérieur. Et ici, on a une capacité de 180 couverts aussi. Voilà. Avec la terrasse en face. Voilà. L'idée était de faire de Madame Bleue le double de la grotte, puisque c'est travaillé différemment. On s'y rejoint à un moment donné dans la saison, mais le jeu était d'avoir ici la capacité doublée sur l'été. Par rapport à là-haut, ça se justifie pas tous les jours, mais non, bon, c'est une idée approximative. Ce qui est intéressant, c'est que on a tous des idées de départ et des projets et des beaux dossiers. C'est plus nous qui décidons. Voilà, on nous a dit la grotte, vous ferez jamais le double de ce que ça faisait, on fait le triple. Madame Bleue, il y aura personne l'hiver, vous aurez personne en bord de mer. On n'a jamais vu un restaurant qui marche. On fait autant de couverts depuis un mois, alors il fait beau, mais que le mois de juin peut-être. Donc c'est même plus nous qui décidons. Nous on essaye de customiser, d'améliorer, de faire de notre mieux pour que tout soit parfait. Et surtout, c'est ce qu'on dit aussi souvent, on n'a pas de politique bien particulière. On est à l'écoute des gens et de ce qu'ils ont envie. Et on s'adapte dans tout ça, dans l'assiette, dans les cocktails et surtout dans l'accueil de ce qu'ils ont envie. Et on essaye de faire ce qu'ils nous disent. En gardant une ligne directrice bien entendu. Non. C'est le petit dernier. En fait, il est venu à nous. C'est ça. Les deux premiers étaient indispensables. C'est ça. Ah ouais. On avait dit au début. On l'avait dit. On l'avait dit au début. Si on en fait un, c'est super. Si on en fait deux, on aura réussi. Voilà, on aurait pu très bien, ça aurait pu ne pas marcher ou faire différemment ou autre chose. C'était pas grave, on l'avait fait de toute façon. Parce que celui-là, le deuxième, était important pour nous assumer tous les quatre aussi. Parce qu'au début, on a eu, on a arrêté nos boulots, ce qui nous a permis de construire. Mais une fois qu'on n'avait plus le chômage, le LACRE plutôt pour création d'entreprise. Mais il fallait quand même qu'on se paye un minimum et donc voilà. Celui-là était indispensable. En gros, on était tous des salariés et le Pôle emploi nous a accompagnés. Donc il y a deux options où on prend 50% de ces montants de 2 ans de salaire tout de suite. On n'avait pas besoin d'apport parce que les banques nous suivaient. Ou alors on est accompagné pendant 2 ans à 80% de notre salaire, ce qu'on a fait, ce qui a permis de nous assumer, nous et nos familles, pendant 2 ans et de créer la grotte. Et après, il y a une chose importante aussi, c'est qu'on a rencontré, formé et développé de jeunes collaborateurs qui nous ont poussés, qui nous ont dit... voilà, si faites-en d'autres parce que là moi j'ai plus assez de place et je vais partir ailleurs, donc autant qu'ils partent chez nous. Donc c'est un vrai travail d'équipe, bien sûr. Et il y avait aussi une dynamique de Roquebrune. Ça veut dire que nous aujourd'hui on est partie prenante dans la ville de Roquebrune et comme on a eu à cœur de rebooster le village qui était un village endormi, il n'y avait pas grand chose à faire, il y avait juste un bijou à retailler pour que ça fonctionne tout de suite. La dynamique sur le bord de mer était aussi une demande forte des Roquebrunois, des salariés roquebrunois qui travaillaient en Italie ou à Monaco parce qu'ils n'avaient pas une entreprise correcte qui allait correspondre à leurs attentes. Donc voilà, on se veut école formatrice, on se veut contribuer à la vie roquebrunoise au quotidien et voilà aussi pourquoi la troisième, c'est parce qu'aujourd'hui Bambou va être Bambou Green Kitchen. Bambou, c'est une cuisine verte, voilà. C'est juste à côté. C'est un lieu où on va pouvoir compenser cette petite restauration, ce snacking élaboré où les gens peuvent rapidement venir déjeuner. On a la chance ici de prendre le temps et on voulait juste à côté donner la possibilité aux gens qui ont très peu de temps, une cuisine un peu plus nomade, voilà, dynamique, rapide et peut-être aussi avec un budget moindre. Voilà, toujours le même esprit, les produits frais, une carte courte, mais très lisible, sans cuisson cette fois-ci, tout en essayant de travailler pratiquement que du bio, pratiquement que du biodégradable dans tout ce qu'on va faire en takeaway.
parce qu'aujourd'hui on ne travaille pas à l'emporter dans les 2 établissements, ici et à la grotte, donc répondre, et qui nous tenait à cœur, sauf qu'on ne pouvait pas le faire parce que lorsqu'on reprend une identité, on est obligé aussi un petit peu de la respecter au maximum. Voilà, Madame Bleu, comme on le voit ici, ne pouvait pas collaborer avec un takeaway intéressant. En partant là-bas de zéro, ça nous a vraiment permis de pouvoir mettre l'accent là-dessus, qui nous tient à cœur depuis toujours. Ne pas travailler de friture, ne pas travailler que du compostable, ça c'est notre envie. On a pu ne pas ouvrir, on a fait quand même les travaux. On a fait... il y avait 8 mois de travaux, on a tout cassé, tout remis par terre pour que ce soit impeccable. C'était dans un état de délabrement. Ici, aux normes. Tout ce qu'on a gagné à la grotte, du coup, on l'a investi ici pour pouvoir construire. Sauf que le Covid est arrivé et ça s'est arrêté en plein milieu des travaux. Et donc on n'avait pas encore fini de payer les travaux, qu'on était déjà arrêté dans notre projet. On s'est dit qu'on allait peut-être pas ouvrir. On allait peut-être construire l'un des plus beaux restaurants de la Côte d'Azur et que peut-être on serait obligé de filer les clés à ceux à qui on a fait les travaux et qu'on ne pouvait pas rembourser. Et quand on a ouvert, on a refermé 8 mois après. Donc c'est le premier hiver qu'on fait au mois d'octobre. Donc non, ça a été... Et quand vous restez ouvert, ils vous enlèvent les clients parce que, soi-disant, vous êtes malade quand vous allez au restaurant. Les freins, il y en a de multiples. Franchement, ça a été une période terrible. Ce qui ne tue pas renforce, à ce qui paraît. Franchement, alors du coup, nous, on n'est pas, comme on dit souvent, on fait pas de politique, mais on est des commerçants et du coup, on est à l'écoute de ce que les gens vivent et ressentent. Autant on a été sanctionné par les choix et par cette maladie, certainement c'est même pas les choix, mais on a été accompagné d'une façon incroyable et on aurait pu tout perdre. On est des bons exemples, on a 45 salariés cet été, il y aurait 0 et on aurait tout perdu. Il y aurait 2 familles qui auraient été ruinées à vie s'il n'y avait pas eu les aides de l'État. Ce qu'on a vécu, on a de la famille, moi j'ai un frère qui a des hôtels au Mexique, c'est dramatique. Les autres pays, il faut être conscient de la chance qu'ils nous ont donnée de survivre. Tout n'est pas parfait, on peut toujours dire, encore une fois, c'est pas de la politique, mais factuellement, très clairement, on a survécu et on est là aujourd'hui grâce à eux. Alors il y a des charges, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le plus important, c'est de connaître les règles et qu'elles ne changent pas en cours de route. Quand vous ouvrez une entreprise en France, vous savez qu'il y a des charges, que les salariés ça coûte cher et que c'est une pression permanente pour peut-être gagner moins que salariés. Il faut savoir une chose, c'est que quand on signe, il faut connaître les règles. Ce qui a été difficile dans la dernière période, c'est que les règles ont changé. Et ça, c'est compliqué pour des gens comme nous. Quand vous décidez de mettre une politique en place, d'une politique salariale en place, parce que nous, on embauche des CDI alors que c'est saisonnier ici. Quand on décide toutes ces choses-là, c'est réfléchi, c'est compté, c'est comptabilisé. Quand les règles changent et que vous vous retrouvez sur la paille alors que vous avez fait ce choix-là, oui, on peut crier au scandale. Mais d'un autre côté, ils ont assumé et ils nous ont aidés pour pouvoir permettre de repartir. Donc, encore une fois, ils auraient pu faire mieux. Mais ça aurait pu être largement pire. Et on a des exemples donc de l'étranger où il y a des gens qui ont tout perdu, qui ont été obligés de tout reconstruire. Et là, ils peuvent se plaindre. Merci à toi. Bonne route. Merci. Ouais, bonne route, merci. Le voyage, c'est aussi beaucoup de pluie en marchant tout le temps. Mais là, il pleut vraiment très fort. Là, il y a quoi? Il y a juste ce soir où il pleut énormément et demain il fait beau. Mais juste ce soir là, à l'heure actuelle, il pleut mais de dingue. Voilà ce que c'est aussi le voyage. Je m'appelle Olivier, moi je suis propriétaire d'hôtel Palme Garavant avec mon épouse, qu'on a repris il y a 10 ans. L'accueil des gens, c'est surtout la priorité. Et faire en sorte qu'ils passent un bon moment, qu'ils soient heureux de venir à l'hôtel. Et surtout qu'ils ne regrettent pas la décision d'avoir choisi notre hôtel. Donc on a vers le positif, non? Ça de ce côté-là, mais de toute façon comme tout change, à un moment donné, les gens vont bien prendre conscience qu'il faut reprendre les choses à la base, obligatoirement. Plus de valeur, ça c'est sûr, c'est trop surfait maintenant. C'est que de la parade. Et nous on est dans le sud, on le voit bien. Hein.
Par rapport aux gens du Nord, on voit bien l'authenticité des gens dans le Sud et dans le Nord. Ça n'a rien à voir. Ça déjà, ça résume. Ah mais moi je me sens très très bien, moi, il n'y a pas de problème. Je veux dire, après c'est un constat. Après chacun en fait ce qu'il veut, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Moi je vous ai aidé hier, c'était pas pour un retour de quoi que ce soit. Moi j'étais arrivé, il faisait froid, il pleuvait. De la place, je vous abrite, il n'y a pas de problème. Je n'attends pas un retour. 3. Oh, ils ont 35, 24 et 21. Pas du tout. Les jeunes se débrouillent, hein, ils sont malins. Hein. Ils y arriveront, on y est arrivé, il n'y a pas de raison. Hein. Reste optimiste. Tout l'Europe, elle est faite pour Bruxelles, elle n'est pas faite pour les Italiens, elle n'est pas faite pour les... Je parle de l'Italie parce qu'on est à côté, elle est pas, on ne peut rien faire, je veux dire, à part l'euro qui est commun, le reste c'est hyper compliqué, quoi. Donc c'est un peu de la rigolade. Ça fait penser à Pékin Express, on voit l'accueil des gens, ils vont dans des pays où il y a une pauvreté extrême, les gens n'ont rien, ils le partagent. Et nous on a beaucoup et on ne le partage jamais. Donc quand on peut le faire, bah, c'est avec plaisir, voilà. Oh mais bien sûr, c'est ce qui motive les rêves, sans rêve on meurt. Donc bien sûr que j'en ai des rêves, des centaines. On est à l'hôtel Palme-Garavant, 3 portes de France, à Menton, dans les Alpes-Maritimes. On est à 1,5 km de la frontière italienne. Oh, c'est avec plaisir de vous accueillir. Alors là du coup je suis à Menton, comme vous le voyez là. Et je me retrouve du coup seul, parce que du coup Denis est parti dans son voyage. Son voyage continue aussi tout seul. Il est parti vers Chamonix. Traverser la frontière. Là je suis à Menton, je suis à quoi 2 km de la frontière. Même pas, je suis à 1 km de la frontière. Exactement 900 mètres. Et du coup c'est la première frontière que je vais dépasser. Ça va être quelque chose d'incroyable. Car je vous expliquerai à la fin pourquoi c'est incroyable. Parce qu'en fait avec ce que je fais et ce que je suis, et le message que j'ai envie de faire paraître, de transmettre, c'est incroyable. Du coup, là c'est magnifique. Hier j'ai été hébergé entre guillemets par un hôtel. Donc ce cher monsieur il pleuvait de dingue, et il m'a offert l'hospitalité, il m'a offert une chambre où j'ai pu prendre une douche. Où j'ai pu sécher ma tente, sécher mes affaires, ainsi de suite. Et là pour moi c'est un moment très particulier parce que je vais traverser ma première frontière. J'ai fait 1900 km en France. Là je vais finir mon premier pays, le deuxième pays c'est l'Italie. Du coup c'est un moment incroyable. Et juste pour vous expliquer qu'en fait à partir de maintenant, il y a bien 2-3 semaines on va dire 2 semaines que je suis seul, donc il n'y a plus de nid. Voilà, donc en gros tout seul, mais peut-être plus d'opportunités, plus de portes à ouvrir. Donc voilà, j'espère que votre voyage continue aussi. Ciao. J'ai 33 ans, je suis papa et j'habite ici dans le sud.
plein de passions. On va pas toutes les énumérer, mais tout ce qui glisse et qui avance. Moteur, pas moteur, ouais. Bah, écoute, actuellement je travaille dans un port à Cap d'Aille, mais bon, ça va s'arrêter. Et puis futurement dans le milieu nautique, parce que c'est voilà, c'est ce qui me plaît. Dans les moteurs, dans le milieu nautique, on verra. On verra où la vie nous mène. C'est une grande question, c'est compliqué à expliquer. J'ai pas vraiment de. Enfin si, j'ai un avis, mais bon, c'est compliqué, quoi. De toute manière, je pense qu'on peut pas gérer grand chose et qu'on n'a plus grand chose entre nos mains. Voilà, pour résumer. Je vis dans ce monde et tout, j'évolue dedans, il faut bien vivre avec parce qu'on peut pas vivre sans, mais voilà, non, je me sens pas à l'aise avec ça, c'est sûr. Ouais, un fils, 8 ans. Je disais tout à l'heure, non, je pense, oui, j'ai des craintes bien sûr, mais je pense que moi j'y peux pas grand chose. Je pense que c'est lui qui va devoir se débrouiller et évoluer dans ce monde-là et que voilà, moi j'ai juste quelques valeurs à lui inculquer, essayer de le pousser dans le bon sens et puis voilà, après il tracera sa route. Mais ouais, bien sûr qu'en tant que père, on aura toujours des peurs. Je pense que c'est normal. Non, rien. Je pense que les frontières, c'est juste des lignes tracées par des gens qui avaient besoin de faire des choses dans leur vie et que voilà. Je sais pas. Je vois pas la différence en fait. Voilà, je sais pas comment c'est ailleurs non plus dans le monde. Je sais pas. Voilà. Moi, je sais pas. Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi te répondre. C'est compliqué comme question. D'Europe et que tu me demandes si je me sens en Europe. Ouais, je me sens en Europe. Je me sens en France. Je me sens dans mon pays. Je sais pas si je suis dans mon pays. Je sais pas. Si j'ai vraiment une appartenance ici, tu vois, ouais, je suis né ici, voilà, c'est tout. Après, en Europe, en France, ailleurs, je sais pas. Cool, c'est cool, moi je pense que c'est une bonne chose. Après, t'es ouvert d'esprit, tu discutes bien, tu parais bien, t'as l'air sympa, bah tu vois, on a bien discuté, on a bien accroché tout de suite. Cool, les enfants, c'est la vie, mec, c'est l'éveil, c'est tout. À partir du moment où c'est bien pensant, où ça peut être qu'une bonne chose en fait, carrément.